Je voudrais aborder aussi un petit peu votre article de lundi, donc qui parle de ce fameux discours de la fin de l'abondance. Vous analysez certaines choses et vous dites en gros pour qui cette situation économique va être un problème, donc pour le retraité allemand, pour les Italiens, pour les Français. Mais tout ça, ça vient de la surabondance de crétins qu'on a à Paris, Bruxelles et Berlin. Hein. Oui, évidemment, oui. C'est pas arrivé comme ça, grosse malheur la guerre. C'est arrivé parce qu'on est gouverné par des gars qui malheureusement ne comprenaient rien. C'est le produit d'une succession de plein de décisions. Voilà. Mais alors, vous dites à un moment donné, quand le prix du pétrole monte, la balance commerciale de la zone euro se détériore et vice versa. Mais peut-être le pétrole et le gaz vont-ils baisser? Et là, comme je cesse de le dire depuis 2 ans, nous sommes entrés dans une crise énergétique durable et donc le coût de l'énergie va continuer à monter et le déficit de la balance commerciale à se creuser, évidemment. Voilà. Ce qui nous forcera donc à monter les taux d'intérêt, etc. Maintenant, j'ai vu que le baril de pétrole, le baril de Brent notamment, qui est une référence européenne, se négociait hier au moment où on tourne cette vidéo à $92. Et il y a un autre indice américain, le WTI, qui le met même en dessous des $85, alors qu'on se souvient il y a quelques mois, il était presque à 140. Donc, est-ce que c'est pas quand même une bonne nouvelle? Est-ce qu'on pourrait pas attendre la même chose du gaz dans quelques mois? Alors, il y a plusieurs raisons à cette baisse. La première, c'est que c'était beaucoup monté. Bon, c'est toujours une bonne raison. Si vous avez acheté du pétrole quand il fallait, ben vous le revendez. Bon, parce que vous n'en avez pas vraiment besoin, vous avez gagné votre vie. Et la deuxième, c'est que les États-Unis avaient des réserves de pétrole absolument massives, qui s'appelaient les réserves stratégiques. Ils avaient acheté du pétrole et puis ils le mettaient dans des trous. Comme ça, ils le remettaient, puis quand ils en ont besoin, ils le sortent s'il y avait une crise, etc. Et ils ont décidé de vendre 20 ou 30% de leurs réserves comme ça sur le marché libre. Mais ça, on sait que ça s'arrête vers octobre. Ils auront fini de vendre. Donc c'est un stock très limité. Aujourd'hui, il y a donc une pression vendeuse à cause de ça. On verra ce qui se passera. D'autant plus qu'en octobre, il peut se passer quelque chose d'intéressant. C'est que on rentre dans les mois qui deviennent un peu froids et que beaucoup de centrales annexes sont des centrales à gaz. Or, le gaz, lui, il n'est pas à l'équivalent de $100 le baril, il est à 1000. Hein, si on le met à la même puissance énergétique. Oui, il est 10 fois plus cher. Aujourd'hui, le gaz est 10 fois plus cher que le pétrole. Donc, il y a des tas de gens qui vont se dire, dans le fond, c'est pas tellement difficile de convertir une centrale à gaz à une centrale en pétrole. Donc, il risque d'y avoir une partie importante de la demande de gaz qui file vers la demande de pétrole. Et à ce moment-là, ça risque de péter à la hausse, pendant que le gaz, lui, risque de baisser parallèlement. Parce que, compte tenu du fait que vous calculez, dans le fond, le coefficient énergétique du gaz et du pétrole, sur le long terme, comme ça sert à peu près à la même chose, ils devraient s'arbitrer l'un contre l'autre, quoi. Donc aujourd'hui, il y a un écart qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, quoi. Ouais. Ce qui a d'ailleurs ruiné toute une série de traders, parce que les traders, ils achetaient le gaz quand il était moins cher en calories, si j'ose dire, puis ils le revendaient quand il était plus cher, et puis mais là, il y en a toute une série de gars qui ont vendu le gaz quand il était pas cher, et pouf, il a multiplié par 10. Ouais. Il y a un certain nombre de gars qui ont dû se prendre des culottes, je vous dis pas. Ouais. Après ça c'est un petit peu aussi dans tous les domaines, hein. Par exemple on parlait de la crypto tout à l'heure, la crypto aussi l'an dernier ça a été un petit peu compliqué, il y a plein de gars qui se sont lancés dedans sans trop forcément savoir. L'année 2020 à ce moment-là était absolument excellente, mais là l'année dernière c'était un peu dur. Un peu plus difficile sur les 12 derniers mois, allez, on a bercé de 60 ou 70%. C'est ça, ouais, 70%. Mais nous on fait des petits travaux là-dessus, on va lancer dans le cadre de l'Institut, pas de l'Institut des Libertés, mais de GAFCAL Paris, donc le bureau de Paris, on va lancer une espèce de petit algorithme que vous pourrez avoir sur votre téléphone pour aider les gens à faire du trading sur le Bitcoin. Ah, c'est intéressant. En utilisant toute la philosophie de comportementale des marchés, dans lequel on est un peu des spécialistes, quoi. Donc, d'accord, très 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 fort. J'ai une question monétaire aussi, puisque vous avez souvent dit, soit dans les vidéos ou même dans vos ouvrages écrits, que l'euro était déséquilibré pour les nations, notamment parce qu'il était en gros trop faible pour le mark allemand et trop fort pour le franc français. Mais alors du coup, l'euro dans son état aujourd'hui, qui est donc au plus bas depuis qu'il a été lancé en 2002... Non, il est allé faire un tour en 84-85 au début de l'euro, quand le gouverneur de la Banque centrale était un Hollandais qui comprenait rien. Tout au début, ouais. Tout au début, il a été plus faible. Ouais, mais si on compte vraiment à partir de 2002, là, on est au plus faible, quoi. Oui, tout à fait.
Mais alors, est-ce que c'est parce que j'ai des dettes en euros? Mais alors, est-ce que c'est pas plutôt une bonne nouvelle pour la France, en fait? Pour les gars qui ont des dettes en euros et qui vendent en mettant en dollars, c'est vachement bien. Ouais. Parce que c'est un coût qui baisse, oui, bien sûr. Mais donc, il faut bien que vous compreniez quelque chose, c'est qu'une dévaluation, c'est une mauvaise nouvelle pour le gars qui achète des produits en dollars, le consommateur, allez. Et c'est une très bonne nouvelle pour le gars qui produit et qui vend ses produits en dollars. Donc une dévaluation, c'est un transfert de richesse du consommateur à l'entrepreneur. Donc je ne vais pas pleurer dessus. Ouais. Parce que le consommateur européen, il est subventionné par tout le monde depuis des années, donc ça ne va pas durer, il va sauter. C'est ce que je mettais dans la première partie de cet article d'ailleurs. Donc non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, mais ça implique une énorme baisse du niveau de vie des consommateurs européens. C'est-à-dire des gens qui travaillent dans la fonction publique. Parce que c'est eux les rentiers d'aujourd'hui. Même s'ils ils touchent des petites rentes, hein. Ils ne sont pas bien payés, les gars. J'ai rien contre les fonctionnaires. Mais malheureusement, si vous voulez, en France, je crois qu'il y a 70% de fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants qu'en Allemagne. Oui, donc c'est un système de rente. C'est un système de rente, c'est comme ça qu'on gagne les élections, c'est en filant des rentes à certains électeurs. Et donc, ben voilà, donc il va y avoir une baisse profonde du niveau de vie des gens qui ne vont pas bénéficier de la baisse de l'euro. Et on peut dire ce qu'on veut des fonctionnaires, ce sont des gens très bien qui travaillent très dur, j'en doute pas, d'ailleurs c'est vrai, beaucoup d'entre eux, mais ils ne travaillent pas pour l'exportation. Ouais. Oui, c'est pas vraiment de la création de richesse. En tout cas, ils ne travaillent pas pour l'exportation, si vous voulez. Ouais.